de décors empruntés à différents styles, différentes époques, différentes régions. Sa masse aussi horizontale est très, très puissante, tout cela donc, renvoie d'emblée à une intention monumentale et à l'affirmation du pouvoir austro-hongrois à la fin du XIXe siècle. Et donc, hôtel de ville, ensuite devenu, je crois, juste après la guerre, bibliothèque nationale. J'ai pas noté sous les yeux effectivement quel moment. Et puis donc effectivement dans le cadre du siège de Sarajevo, une destruction intentionnelle le 25 août 1992 avec 2 millions de volumes qui disparaissent dans le feu. Donc quelque chose effectivement de l'ordre très clairement de la destruction monumentale qui ensuite, mais je ne développe pas du tout, mais c'est le propos qu'on développait avec mon collègue Nicolas Tri. On comprend très bien que l'enjeu a été celui d'une reconstruction à l'identique, qui ne correspond pas véritablement à la doctrine dominante chez les architectes, qui ont plutôt tendance à vouloir, en quelque sorte, faire avec la destruction, avec la blessure, et l'intégrer même dans le projet qui suit la destruction. Mais là, il y a eu cette volonté très forte de faire comme si de rien n'était d'un certain point de vue et de reconstituer à l'identique cet édifice. Bon, j'en dis pas plus, en tout cas il y a un article que vous pouvez retrouver si cela vous intéresse. Donc, destruction monumentale dans le contexte de l'ex-Yougoslavie, ça a été très bien étudié, c'est allé jusqu'à être inclus d'ailleurs dans les motifs d'incrimination des criminels de guerre, puisque finalement cette question de la destruction des édifices, notamment de culte, a été reconnue par le TPY comme crime contre l'humanité et fait partie aussi des condamnations qui ont été celles de Ratko Mladic ou Karadzic. Donc c'est intéressant effectivement de constater que cette question-là rentre dans le corpus juridique international. Et puis, autre élément, qui marque effectivement, sinon quelque chose de nouveau, mais en tout cas une prise de conscience nouvelle à l'échelle internationale, c'est l'UNESCO qui conduit à adopter le 17 octobre 2003 une déclaration concernant la destruction intentionnelle du patrimoine culturel. Voilà, donc on sent bien qu'il se passe quelque chose en termes de prise de conscience, et depuis, vous avez tous en tête effectivement des théâtres de guerre qui sont marqués, caractérisés par ces destructions monumentales, que ce soit Tombouctou avec les tombeaux, que ce soit la Syrie bien évidemment, que ce soit le Yémen, voilà, l'Afghanistan. Là tu mentionnais effectivement les Bouddhas et tu les montrais en tout cas dans leur reconstitution. Donc on a là effectivement, sinon quelque chose de nouveau, mais en tout cas dans leur mise en scène, d'un certain point de vue, dans la production d'images, non seulement la destruction est intentionnelle, mais la production de l'image de la destruction est intentionnelle. Les talibans mettent en scène, effectivement, la destruction des Bouddhas, et de ce point de vue-là, visent l'ensemble de la communauté internationale. Donc, à chaque fois, on a ce jeu sur, disons, la diffusion, la résonance extraordinaire qui est donnée à ces destructions intentionnelles. Et puis, j'en ai pas parlé, mais on a peut-être la naissance du XXIe siècle avec une destruction monumentale qui effectivement prend une ampleur d'emblée globale, qui est celle de septembre 2001, donc avec les tours du World Trade Center, et là aussi il y a eu des très nombreux écrits justement sur cette destruction-là. Et par exemple, Jean-Yves Andrieux et Frédéric Seitz, dans un petit ouvrage de 2002, parlent d'une cible monumentale, symbole du capitalisme triomphant de la fin du XXe siècle. Voilà, donc autant de destruction intentionnelle, médiatisée, avec les outils dont on dispose aujourd'hui, qui remettent évidemment complètement d'actualité cette question monumentale. Autre manière d'en dire l'actualité, c'est cette question de la production de monuments, d'architecture, renvoyant à cette volonté de produire des icônes, à cette volonté de branding, de marketing territorial, d'avoir pour une ville et pour ses édiles, pour ses élites, des signatures prestigieuses qui rejaillissent sur les commanditaires. Tout ça renvoie à ce que, par exemple, Maria Cravé-Barbas a caractérisé de cette architecture
Et là, j'enverrai l'ouvrage collectif qu'elle a co-dirigé avec, j'ai perdu son prénom, Renard de l'autre, en 2015, qui s'intitule « Architecture et mondialisation, banalisation de la dynamique ». Alors, non, c'est pas ça, ça c'est mon titre à moi. Alors, j'ai dû noter quelque part le titre de l'ouvrage ici. On va le retrouver ici, voilà. C'est architecture, figure d'architecte et espace urbain, donc ouvrage collectif qui renvoie à cette idée que depuis le fameux Guggenheim de Bilbao, pensé par Algérie, il y a eu cette diffusion qui est à la fois une volonté de se distinguer et en même temps, comme tu disais Pierre, une logique aussi de banalisation, de standardisation, de convergence des formes dans un certain nombre de ces métropoles mondialisées. Avec peut-être un mouvement déjà depuis les années 90, c'est compte tenu de plein de choses, notamment la diminution des moyens des États, le fait qu'ils se soient finalement privés d'un certain nombre de moyens financiers au détriment des puissances économiques, capitalistes, fait qu'on a un petit peu rabattu sur ces intentions-là. Et cette dynamique-là de monumentalisation, elle se déplace effectivement vers le Golfe, vers la Chine, mais encore visible effectivement de nos jours. Je ne développerai pas plus cet aspect-là pour évoquer ici très brièvement aussi cette question des nouveaux monuments, ou parler aussi des anti-monuments, des contre-monuments, qui participent de cette dynamique un peu, comment dire, contradictoire, ou en tout cas, sinon contradictoire, plurielle, avec à la fois, on voit bien cette monumentalisation, c'est un peu de classique, l'affichage de puissance, l'affichage de force économique, politique, mais dans le même temps, revendication des groupes qui ne sont pas dans ces positions-là dominantes, d'avoir droit aussi aux monuments. Et moi j'aime beaucoup l'expression que Michel Verret, qui est récemment disparu d'ailleurs, sociologue notamment du monde ouvrier, qui parlait de cette question du conservatoire de l'espace, l'enjeu d'accéder au conservatoire de l'espace, et de ce point de vue-là, la question du monument est centrale, mais qui effectivement ne peut pas donner lieu aux mêmes formes, aux mêmes processus, peut donner lieu par exemple à des détournements, ça a été déjà dit par mes collègues, et ça c'est, je trouve, une des entrées que vous posez qui est extrêmement stimulante, la question du détournement du monument produit par les élites. Et à côté de ça, peut-être d'autres formes de monuments qui sont revendiquées, qui sont revendiquées en particulier par des artistes, et j'ai déjà eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises, mais c'est un propos que je trouve toujours très très stimulant, celui que nous proposait Patrick Chamoiseau. Alors pour contextualiser ce qu'il nous dit, je vous laisse en prendre connaissance, il écrit cette critique contre le monument, et puis cette promotion de la trace mémoire dans un préambule d'un petit ouvrage consacré au bagne en Guyane. Donc voilà, on a les ruines du bagne qui sont ensevelies sous la végétation. Et donc pour lui, c'est l'idée même de la trace mémoire. On n'est pas du tout dans la logique du monument. Et je trouve très